Bonjour, je m'appelle Guillaume, mais tu peux aussi m'appeler Monsieur Égypte. Si tu ne me connais pas, je suis un passionné de l'Égypte antique. J'étudie les hiéroglyphes depuis 2 ans et je reviens tout juste de 2 semaines d'expédition en Égypte. En rentrant, j'ai vu passer sur internet des théories qui remettent en cause tout ce qu'on sait sur les pyramides. J'ai décidé d'ouvrir les dossiers archéologiques avec toi pour voir ce que les preuves nous disent réellement. J'ai donc créé une série de 5 vidéos d'enquête sur les pyramides de Gizeh. Pour cette série, je n'ai rien laissé au hasard. J'ai épluché une 50aine de livres et de rapports de fouilles. Tu trouveras les sources de chaque vidéo dans la description. C'est parti. D'où vient l'idée que les pyramides sont des tombeaux? À première vue, cela peut paraître étrange de créer un monument gigantesque pour y mettre une petite salle avec un sarcophage. Eh bien, pour mieux comprendre les pyramides de Gizeh, il faut regarder ce qu'il y avait avant. À l'origine, les premiers rois étaient enterrés dans des chambres souterraines creusées à même le désert. Ce n'est qu'ensuite qu'apparaissent les premiers mastabas, des monuments funéraires rectangulaires qui viennent sceller l'accès au caveau. À cette époque, la momification n'est pas encore maîtrisée. On se contente souvent d'envelopper les membres séparément dans du lin imprégné de résine. Le corps est déposé dans un cercueil qui, selon le rang du défunt, peut être un coffre en bois, une natte de roseaux tressés ou bien une cuve en calcaire. Malheureusement, toutes ces matières finissaient par se désagréger avec le temps. C'est sous le règne du roi Djeser qu'apparaît un homme qui va révolutionner l'histoire de l'Égypte antique, Imhotep. Cet homme est d'une intelligence si hors norme que les Égyptiens l'ont divinisé. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder l'inscription gravée sur le socle de la statue royale de Djeser. Sur la face principale, on lit le nom d'Horus du pharaon, Nedjeriret. Mais ce qui est surprenant, c'est que juste à côté figurent le nom et les titres d'Imhotep. Il est présenté avec plusieurs fonctions. Chancelier du roi de Basse-Égypte, maître des architectes, et surtout, il porte le titre de grand voyant. Derrière ce nom mystérieux se cache sa fonction la plus puissante, le grand prêtre d'Héliopolis. Héliopolis est la cité du soleil qui voue un culte au dieu Ré. Pourquoi les sépultures funéraires sont devenues des pyramides? La réponse est théologique, comme l'explique l'égyptologue Jean-Philippe Lauer dans son livre Les pyramides de Saqqara. Imhotep, en tant que chef du culte solaire, veut créer un monument pour que le roi Djeser puisse rejoindre le divin. Il a eu donc l'idée d'empiler des mastabas pour créer la première pyramide à degrés. Ce n'est pas juste un choix esthétique. Chaque marche est une étape pour aider l'âme du pharaon à s'élever et à fusionner avec le soleil. On en a d'ailleurs la preuve écrite, gravée sur les parois de la pyramide d'Ounas. Je vais te montrer cette preuve. Tu vas sur le site pyramidetextonline.com. C'est un site qui affiche tous les textes de la pyramide d'Ounas. Tu cliques sur la photo, puis sur le mur sud de l'antichambre. Tu descends au fragment 267. Le passage qui nous intéresse est la ligne 365. La terre est battue en marche pour lui vers le ciel, afin qu'il en sorte vers le ciel. Ensuite tu descends, tu cliques sur View the Antechamber. Le passage qui nous intéresse est ici. Je te l'agrandis. Littéralement, ça donne SQRT, donc CQRT, ça veut dire est battu. Ensuite, NF pour lui, Ta, terre, Erdou, marche, Erpet, vers ciel, Per F, qu'il sorte, Im, par là, Erpet, vers ciel. La terre est battue en marche pour lui vers le ciel, afin qu'il en sorte vers le ciel. Quand je suis parti en Égypte, en janvier dernier, j'étais accompagné de Dr Anubis, un ami d'ailleurs que tu peux retrouver sur TikTok, et je l'ai filmé dans la pyramide d'Ounas. On peut voir le passage que je viens de te dire. C'est incroyable. La pyramide à degrés, c'est donc un escalier physique vers l'éternité. Imhotep n'a pas seulement construit un tombeau, il a construit une rampe d'accès vers le dieu solaire Ré. Imhotep innove encore en créant un sarcophage en granit. C'est le premier du genre. Jusqu'à Djeser, on utilisait surtout le bois. Après lui, on passe au granit massif. La raison principale est spirituelle, pour protéger le corps de l'usure du temps. D'après leur croyance, le corps devait rester intact pour pouvoir revivre dans l'au-delà. Une autre raison, plus pratique, est de protéger le corps des pillages. En effet, on a la preuve archéologique que tous les tombeaux étaient pillés systématiquement. Je te montrerai cette preuve un peu plus tard dans la vidéo. Au début de la 4e dynastie, Snéfrou, le père de Khéops, se lance un défi monumental, créer une pyramide à face lisse. Mais le chemin vers la perfection est long. Son premier essai, la pyramide de Médoum, n'est pas concluant. Il réessaie alors avec la pyramide rhomboïdale,
qu'on appelle aussi la Ben Pyramide. Sur ce chantier, les architectes ont été très ambitieux, avec un angle de 54 degrés, bien plus raide que la Grande Pyramide. Mais en plein milieu de la construction, des fissures apparaissent. Pour éviter la catastrophe, ils changent de plan et terminent le sommet avec un angle de 43 degrés. C'est ce qui lui donne cette forme brisée, unique. Mais Snéfrou est persévérant et ne s'arrête pas là. Il lance un troisième projet, la Pyramide Rouge, qu'on appelle aussi la Red Pyramide. En tirant les leçons de ses erreurs, il adopte cette fois un angle constant de 43 degrés. Le résultat, une pyramide parfaite. Avec plus de 8 millions de blocs déplacés pour ces trois monuments, Snéfrou s'impose comme le plus grand bâtisseur de l'histoire de l'Égypte antique. Il a ouvert la voie à son fils Khéops, qui n'aura plus qu'à utiliser le savoir-faire des ouvriers de son père pour bâtir la Grande Pyramide. On voit que la forme évolue, mais l'intention reste la même depuis les premiers mastabas. Et cette intention, elle est matérialisée par un objet funéraire que personne ne peut ignorer, un sarcophage. Dans la Grande Pyramide, pour ne pas que le sarcophage se fasse voler, il est plus large que le couloir qui mène à la chambre. Ça signifie que le sarcophage a été placé là pendant la construction, au fur et à mesure que les ouvriers bâtissaient la pyramide. Et là, il y a une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Pourquoi se compliquer la tâche à mettre un sarcophage dans une chambre qui n'a pas de but funéraire? Alors c'est vrai, on n'a pas retrouvé de trésors ni de momies à l'intérieur de la Grande Pyramide. Pourquoi? Eh bien voici plusieurs raisons. Dans l'Égypte antique, détruire une momie, ce n'est pas juste un crime. C'est effacer l'existence éternelle du pharaon. En brûlant ou en dispersant les restes du roi, ses ennemis s'assuraient qu'ils ne puissent jamais rejoindre l'au-delà. Pendant des millénaires, les populations locales ont vu les pyramides non pas comme des monuments sacrés, mais comme des carrières géantes à ciel ouvert. Tout ce qui avait de la valeur était récupéré. Les bois précieux des sarcophages servaient de combustible pour les fours, et les objets en métal étaient refondus pour la vie quotidienne. Regarde le destin tragique de la pyramide de Djéléfré, l'un des fils de Khéops. Située à Abour Awash, elle a été démantelée pierre par pierre, notamment par les Romains, qui s'en sont servis comme d'une réserve de matériaux de construction. Et oui, rien ne se perdait, tout se pillait. Si une montagne de calcaire a pu être rasée, imagine avec quelle facilité une momie et ses bijoux ont pu s'évaporer dans la nature. Jusqu'au XVIIe siècle, on a littéralement mangé l'épreuve. La poudre de momie, appelée mumia, était vendue dans les pharmacies en Europe. C'était un remède miracle contre toutes les maladies. Des milliers de corps antiques ont été consommés pour soigner des migraines et des fractures. L'écrivain Pierre Pomey en parle dans son ouvrage « Histoire des drogues générales » publié en 1694. Il y avait aussi des pillages officiels pour la bonne cause. En 1881, on a découvert la cachette royale de Deir el-Bahari, un puits où étaient entassées 50 momies royales, dont Ramsès II, Séti Ier, Toutmosis III. Les prêtres les avaient arrachées de leur tombeau d'origine pour les protéger contre les pillages. Il ne faut pas oublier les catastrophes naturelles. Certains séismes ont provoqué des effondrements massifs, comme à la pyramide de Meidoum, des infiltrations d'eau qui se sont répandues dans les chambres souterraines de la pyramide d'Awara. L'humidité a fini par décomposer tout ce qui était organique. Ça fait plus de 2000 ans que la Grande Pyramide est un lieu de passage libre. Des millions de mains et de pieds ont poncé le granit de la chambre du roi et vidé les miettes. Le pillage est la règle, pas l'exception. Sur plus de 300 sarcophages royaux retrouvés en Égypte, presque tous ont été pillés. Même celui de Toutankhamon a été pillé 2 fois. La première fois, les voleurs ont volé la moitié des bijoux qu'ils ont fondus sur place. La deuxième fois, ils se sont fait attraper et empaler. Les tombeaux qui ne se sont pas fait piller, on les compte sur les doigts d'une main. Je pense notamment au roi Psousénès Ier, parce que son tombeau était dans les marécages, donc difficile d'accès. Et je pense aussi à la reine Hétépérès Ier, l'épouse de Snéfrou. Évidemment, l'idéal serait d'avoir une preuve écrite de ces pillages. Eh bien justement, on en a une. Le travail d'un égyptologue, c'est celui d'un enquêteur. Il ne se contente pas d'une seule source. Il va en croiser plusieurs pour s'assurer de la véracité d'une découverte. Et c'est en recoupant des archives vieilles de 3000 ans que les égyptologues ont mis la main sur des preuves irréfutables. Un rapport de police et des procès-verbaux d'interrogatoire datant de la 20e dynastie. Ce n'est pas un, mais 2 papyrus qui nous racontent la même histoire. Le papyrus Abbot et le papyrus Léopold II Hammersis.
Le premier est le rapport de police d'une commission d'enquête officielle qui constate les infractions sur le terrain. Le second, c'est le recueil des procès-verbaux, la transcription mot à mot des aveux des voleurs devant la justice. Le papyrus Léopold II Amershist avait été découpé dans le sens de la largeur. La partie supérieure appartenait au futur roi de Belgique, Léopold II, qui l'avait ramené d'Égypte en 1854 à son insu. Je dis à son insu parce que le papyrus se trouvait à l'intérieur de la statuette qui a ramené le roi. Mais ça, il ne le savait pas. Et la partie inférieure a été trouvée par Lord Amherst en 1835. En tant que conseiller scientifique de la famille royale, Jean Capart inspecte en 1935 les collections du château de Laeken, restées intouchées depuis la mort de Léopold II. Et c'est en examinant une statuette en bois, qui porte le nom de Caï, le chef de travaux de Ramsès III, que Jean Capart tombe sur un fragment de papyrus. Dans ses procès-verbaux écrits en hiératique, les scribes de Ramsès IX consignent les aveux des coupables qui décrivent précisément comment ils ont forcé les pyramides pour arracher l'or des momies. Ils citent notamment la pyramide du roi Serenre-Chettaoui Sobekemsaf. Voici une stèle à son effigie. Sur la photo, la pierre est abîmée, mais grâce à ce relevé, on peut lire les hiéroglyphes. Dans le cartouche de gauche, on a un crocodile sur une chapelle. Sobek. Le hibou M, l'entrave pour animaux, Sa, et la vipère à cornes F, ce qui donne Sobekemsaf, son nom de naissance qui signifie le dieu crocodile et son protecteur. Et dans le cartouche de droite, on a le dieu solaire Ré, le sceptre Serem, l'outre Shed, la main D et les deux terres Tawi, ce qui donne Serem-Ré Shed-Tawi. Maintenant, je vais te montrer un site génial qui a traduit le papyrus Léopold II Amershist. Tu vas sur ce lien, thesauruslinguae.egyptiae.de. Tu actives la traduction en français, si tu es en français. Et comme tu peux voir, dans cette première page, il y a 3 colonnes. À gauche, c'est la traduction hiéroglyphique du papyrus hiératique de Léopold II. Au milieu, c'est la translittération. Et à droite, c'est la traduction en français. Là, on peut voir qu'on est sous la majesté du roi de Haute et Basse Égypte, seigneur des deux terres, Néferkare-Setepenré. Néferkare-Setepenré, c'est Ramsès IX. Alors, comment on peut savoir que c'est Ramsès IX en regardant les hiéroglyphes? Alors là, on a Rer, Sou. Là, on a M, la majesté. Là, on a Nesut Biti, roi de Haute et Basse Égypte. Là, on a Neb Taoui, maître des deux terres. Et là, on a entre parenthèses le cartouche de Ramsès IX, avec Néferkare, Setepenré. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la deuxième page. Là, tu peux voir, à droite, nous sommes allés piller les tombes. Nous avons trouvé la pyramide du roi Serem-Ré-Shed-Taoui, fils de Ré Sobekemsaf. Là, nous avons le complexe pyramidal, nous avons le cartouche du roi, donc Serem-Ré-Shed-Taoui. Là, c'est Sarah, fils de Ré. Là, nous avons le cartouche de naissance Sobekemsaf. Nous avons apporté nos outils en métal, nous avons fait une ouverture dans la pyramide de ce roi, à sa base. Nous avons découvert sa chambre funéraire, nous avons chacun pris une lampe allumée et nous y sommes descendus. Nous avons dégagé les débris que nous avons trouvés à l'entrée de sa chambre. Nous avons trouvé ce dieu couché à l'extrémité de son lieu de sépulture. Et sur la page 3, nous avons ouvert leurs cercueils extérieurs et intérieurs dans lesquels ils reposaient, et nous avons trouvé cette noble momie de ce roi, portant un kopech et une grande quantité d'amulettes protectrices et de bijoux en or autour de son cou, et son masque mortuaire en or sur lui. Nous avons rassemblé l'or que nous avions trouvé sur cette noble momie de ce dieu, ainsi que ses amulettes et ornements protecteurs qui étaient sur son cou et sur les cercueils dans lesquels il reposait. Puis nous avons mis le feu à leurs cercueils intérieurs. Alors là, nous avons la confirmation qu'ils brûlaient bien les cercueils dans les pyramides. Il faut comprendre que dans une pyramide, il y a un sarcophage en granit, et à l'intérieur, il y a des cercueils en bois. Nous avons enlevé leurs biens funéraires que nous avions trouvés parmi eux sous la forme d'objets en or, en argent et en cuivre. Donc là, nous avons la preuve archéologique que la pyramide du roi Sobekemsaf a été pillée par des voleurs. Puisque j'aime bien aller au bout des choses, je vais te montrer ce que je viens de te lire en hiératique. Voici la traduction hiératique de la phrase hiéroglyphique que je t'ai lue tout à l'heure. Donc là, nous avons le placenta et puis la bouche, donc c'est Rer, Sou. Là, nous avons la massue, Hem, la majesté, Nesut, roi de Haute-Égypte, Biti, l'abeille, Basse-Égypte, on la reconnaît bien. Après, maître Neb, Taoui, maître des deux terres. Et là, regarde,
parenthèse à droite, parenthèse à gauche. En hiératique, quand on voit ça, ça veut dire que c'est un cartouche de pharaon. Et là, on a Néfer, Ka, Ré. Setepen, il est là, et Ré. Donc Néferkare Stepen Ré, qui est Ramsès IX, et ça veut dire parfaite est l'âme de Ré, l'élu de Ré. On a déjà vu ensemble toute une série d'indices matériels qui confirment que les pyramides sont bel et bien des tombeaux. Mais pour clore le débat, il nous faudrait une preuve biologique indiscutable. Le corps d'un pharaon, là, au cœur de sa pyramide. Eh bien, figure-toi que cette preuve existe. Dans les ruines d'Abou Sir, l'équipe de l'Institut tchèque d'égyptologie, menée par Miroslav Barta, a mis au jour les restes du pharaon Néfer-Efré lors de la saison de fouilles de 1997-1998. Dans la chambre funéraire de sa pyramide inachevée, les archéologues ont trouvé une main, des tissus et des fragments d'os qui confirment que le propriétaire n'a jamais quitté sa demeure d'éternité. En effet, les restes étaient mêlés aux éclats d'un sarcophage en granit rouge brisé. C'est la preuve directe que ces restes ont été abandonnés là par les pilleurs après avoir forcé l'ouverture du sarcophage. Plus impressionnant encore, la clavicule et l'omoplate gauche retrouvés sur place s'emboîtent avec une précision chirurgicale. Ça prouve que ces fragments appartiennent au même individu. L'analyse biologique vient sceller l'enquête. L'étude d'un fragment précis du crâne, l'os occipital, a permis de confirmer qu'il s'agissait bien d'un homme. L'état des os révèle un individu jeune, âgé de 20 à 23 ans, ce qui correspond aux données historiques d'un roi mort après seulement quelques années de règne. Enfin, la datation au carbone 14 situe les restes de l'individu entre 2628 et 2393 avant Jésus-Christ, en pleine 5e dynastie. C'est la signature temporelle parfaite. Ce n'est pas un occupant tardif déposé là par hasard, c'est le bâtisseur d'origine, le roi Néfer-Efré. Les pyramides sont des tombeaux ? La réponse est oui. Tous les indices abordés dans cette vidéo convergent vers une seule réalité. Et avec le roi Néfer-Efré, on a la preuve ultime. On a la pyramide, le sarcophage et l'occupant. Posons-nous la question, est-ce que le vide est une preuve d'absence ou juste la preuve que le temps a fait son œuvre ? L'archéologie, c'est comprendre ce qui a été volé ou déplacé. Les pyramides ne sont pas vides par accident, elles ont été vidées par l'histoire. Dans la description, je t'ai mis toutes les sources qui m'ont permis de créer cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je te répondrai avec plaisir. Et si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire pour ne pas louper l'épisode 2, car je vais t'emmener dans les traces des premiers visiteurs de la Grande Pyramide.